Toujours dans le site docteurangélique.free.fr, ce site qui se propose de traduire et de mettre en ligne la totalité des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Et toujours à l'école du Père Marie-Dominique Philippe, je voudrais continuer de présenter cette philosophie réaliste qui est si nécessaire en vue, de la lecture de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas d'Aquin se sert de la philosophie réaliste d'Aristote. Et j'en suis rendu maintenant à la deuxième partie de la métaphysique. Toute la première partie a consisté à se poser la question « Qu'est-ce que l'être en tant qu'il est ?» Donc la cause formelle de l'être, et ça nous a permis de découvrir par induction la cause de l'unité d'un être, sa substance. Et bien dans cette deuxième partie, je vais me poser une deuxième question, qui est la question en vue de quoi l'être en tant qu'il est. Donc toujours avec cette raison formelle particulière, c'est-à-dire qu'on regarde l'être en tant qu'il est, et pas en tant qu'il est beau, en tant qu'il vit, etc., mais en tant qu'il existe. Avant d'aborder cette analyse, qui évidemment se pose de par l'expérience, puisque nous constatons que les êtres qui nous entourent se perfectionnent sans cesse. Nous le constatons ne serait-ce que pour l'être humain. Il est évident que le petit œuf fécondé qui substantiellement est absolument dans son existence tout autant existant que l'adulte, eh bien, il y a eu une différence de développement, d'actuation de ses potentialités. De même, la graine du chêne ne peut pas être réduite au point de vue de l'existence au chêne devenu adulte qui a déployé toutes ses branches et toutes ses potentialités. Et pourtant, entre le chêne tout petit, le gland, et l'adulte, substantiellement, c'est le même être. Et il y a eu un développement. Donc ça, l'expérience le montre. Mais avant d'aborder cette question-là, comme je disais, il faut que je rappelle pourquoi il n'y aura pas d'autres interrogations. Pourquoi la question, par exemple, d'où vient l'être, si elle est légitime, eh bien, elle ne se pose pas en métaphysique, mais dans une autre discipline, qui est plutôt la sagesse, qui se demande, elle, justement, radicalement, d'où vient ce monde tel qu'on le constate. Mais au plan de l'analyse de l'être comme être, il n'y a pas de devenir. L'être, il est là, posé devant moi, et donc je dois avoir un regard qui est dans la permanence. Donc c'est juste une question d'épistémologie différente. L'origine de l'être, c'est un regard avec une autre raison formelle. Il s'agit cette fois de regarder les êtres qui nous entourent, concrètement, en tant qu'à un moment donné, ils n'ont pas existé. Et donc de se demander si radicalement, à l'origine de tout ce qui est, il ne faut pas poser un créateur, ou alors si ça peut apparaître tout seul comme cela, à partir du non-être. Mais là, je me situe bien dans l'étude de l'être en tant qu'il est, donc il est posé devant moi. De même, la question « en quoi est l'être » ne se posera pas en métaphysique, parce que, et on le constate, même si c'est à travers une analyse, c'est que l'être n'est pas forcément déterminé à être fait de matière. On le constate d'abord dans les accidents de l'être, par exemple. La pensée intellectuelle, telle que, par exemple, on est en train de la faire maintenant, elle n'est pas faite de matière, même si elle passe par des supports, comme le son qui, lui, est fait de matière, enfin, il fait vibrer la matière. Mais la pensée elle-même, le fait de comprendre de quoi on parle, c'est au-delà de ça. C'est au niveau de l'intelligibilité. Donc la question « en quoi est l'être » pourra se poser, mais uniquement pour des êtres particuliers, les êtres qui sont composés de matière, et qui ne sont pas la totalité des êtres. Donc on l'a étudié au niveau de la substance, en regardant certaines particularités, certains êtres concrets, les êtres liés à la matière, donc ce qu'on appelle en grec un pos, c'est-à-dire un comment concrètement ça se réalise. On l'étudiera aussi dans la deuxième partie de la métaphysique, à travers l'actuation
de cette matière. Parce que cette matière qui existe concrètement dans certains êtres, elle s'actue. Elle obtient une finalité. De même, la question sur le modèle de quoi est l'être en tant qu'il est ne se pose pas. Parce que ça fait partie aussi d'un autre regard qui n'est pas métaphysique, puisque ça induirait justement le devenir de l'être qui aurait été pensé par quelqu'un, éventuellement, donc par un créateur. Et donc ça aussi, c'est dans une approche de la sagesse, donc sur les causes profondes de l'univers, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais, que ça pourra être abordé. Alors, pour en revenir donc à l'être en tant qu'il est-il légitime de se poser une deuxième question? À savoir la question en vue de quoi est l'être? Et pour y répondre, il faut en revenir à l'observation des êtres qui nous entourent. Et on constate que tous les êtres, sans exception, ils peuvent passer d'un état qui est non déterminé à un état déterminé, selon tous les aspects de leur être. Cette détermination, elle les actue ad intra, c'est-à-dire de manière immanente. Et donc, la question peut se poser. Être en tant qu'être implique une actuation, un développement, une perfection. Et donc la question ne fait pas sortir du regard métaphysique. Par contre, si je me demande, par exemple, en vue de quoi est l'être pour avoir le bonheur, là, je rentrerai dans un regard beaucoup plus pratique, comme par exemple la philosophie morale. Et ce regard de philosophie morale, il complétera le regard de métaphysique. Mais là, je me restreins bien à l'être en tant qu'il est. Pour répondre à une telle question, il faut toujours essayer de chercher si par hasard il n'y aurait pas un principe d'intelligibilité. Ça veut dire un centre vital qui permet de comprendre les choses simplement. C'est ce qu'on a vu dans la première partie. À partir du moment où, se demandant qu'est-ce que l'être, constatant une diversité d'éléments dans un être particulier, comme par exemple une personne humaine, on a fini par comprendre qu'il y avait forcément une source unique qui unissait tout ça pour former une seule personne. Une personne fait de choses tellement disparates, le corps, la sensibilité, l'esprit, des milliards d'atomes pour le corps. Eh bien, une fois qu'on a trouvé ce principe d'intelligibilité, qui est aussi la cause concrète de l'unité de cet être, eh bien, les choses paraissaient beaucoup plus claires. Si on n'avait pas trouvé ce principe caché dans la réalité de l'être, qui s'appelle aussi l'âme en philosophie du vivant, eh bien, on en serait resté à une description, en disant, oui, je constate qu'il y a plein d'éléments, et puis voilà, et je peux les décrire. Et puis je ne remonte pas à la source, à la cause de cette unité. Eh bien, c'est pareil dans cette deuxième recherche. On pourrait se contenter de décrire, mais il va falloir essayer de remonter à une cause commune. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout au long de l'introduction à la philosophie, nous partons bien de l'expérience. Et donc, s'il y a une démarche d'induction d'une cause, qui va être aussi principe d'intelligibilité, donc je rappelle que cause, ça signifie cause dans la réalité. Principe, c'est plutôt ce qui permet de comprendre à travers un centre, une unité de compréhension. Donc le principe est dans l'intelligence, la cause est dans la réalité. Alors je partirai de l'expérience et je procéderai dans mon induction, toujours pareil, en 3 étapes. La première étape, elle consistera à décrire du mieux que je peux, en prenant toutes sortes d'expériences, de manière à envisager la totalité de l'éventail des êtres. Cette espèce de finalisation que je décrivais un petit peu tout à l'heure à travers l'exemple de l'embryon qui devient un adulte, du gland qui devient un chêne adulte. Ensuite, ayant décrit cette quantité de choses, j'essaierai de voir si elle englobe la totalité des êtres et donc si elle peut être appliquée à l'être en tant qu'être, de manière abstraite. Si c'est le cas, je pourrais
procéder à l'induction en me disant que tout effet, puisque nous avons là un effet qui concerne l'être, a une cause. Donc c'est la deuxième étape, c'est l'application du fameux principe de causalité, puisqu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et là, en l'occurrence, il s'agira du principe de causalité finale. Ça veut dire qu'un être aurait une finalité. Et après, donc, je découvrirai ce principe en question, et à partir de là, je pourrai, comment dirais-je, en décrire toutes les conséquences. Et donc, procédons à la première étape. La première étape, ça consiste donc à observer autour de soi. Et ce que j'observe, effectivement, c'est que si je regarde la totalité des êtres substantiels qui m'entourent, mais aussi dans les êtres substantiels, leurs accidents, qui existent aussi, comme par exemple la faculté intellectuelle, elle n'existe pas séparée, elle est produite par une substance, dans un être substantiel, eh bien je constaterai deux états. D'abord, commençons par les êtres substantiels. Donc, le plus simple, évidemment, c'est de prendre les êtres vivants. Et là, ça saute aux yeux. En premier lieu, ils sont tout petits et sans actuation. Ils démarrent à l'état de graines. Ils n'ont pas de vie sensible consciente, si c'est le cas d'animaux et si c'est le cas de l'homme. Et puis, peu à peu, ils se développent et on les voit atteindre à une certaine perfection. Ça veut dire que ce qu'ils étaient au départ ne pouvait pas faire deviner ce qu'ils sont à la fin. Et évidemment, leur état final, comme par exemple un chien adulte, qui au départ était un petit ovule fécondé, c'est extraordinaire. Il a une vie sensible, il a un comportement. Non seulement il s'est actué au niveau de son être, mais de ses qualités. Quand je dis qu'il s'est actué au niveau de son être, c'est parce que avant qu'il soit conçu, il n'existait pas, il était une potentialité, et quand il a été conçu, il existait. Là, il y a bien une actuation déjà. Deuxième chose, il s'est actué dans ses qualités. Ça veut dire que quand il était un petit embryon, on ne pouvait pas deviner qu'un jour il verrait de ses yeux, qu'il pourrait éprouver des sentiments. Et devenu un adulte, d'abord un jeune, on dira, un jeune, il gérait mal ses mouvements. Il n'avait pas encore ouvert les yeux, il venait de naître. Et devenu adulte, par contre, on le voyait avec un comportement mûr, en vue de la finalité qui lui était propre, à savoir sa survie, la reproduction, son action avec les autres chiens de la meute, etc. La chose est encore plus fabuleuse quand il s'agit de l'être humain, parce que si le point de départ est le même que pour l'animal, l'actuation va bien plus loin. Si par hasard, un ovule fécondé humain, qui se développe, qui naît, en reste bloqué à l'état, mettons, de ce qu'il est lorsqu'il est devenu parfaitement animal, donc vers l'âge de 2 ans. Il voit, il entend, ses 5 sens sont développés, il peut amener un objet coloré, etc. C'est à peu près l'âge mental d'un petit animal. Eh bien, arrivé à 20 ans, s'il en reste là, tout le monde dira « il ne s'est pas développé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a des potentialités qui étaient en lui qui ne se sont pas développées. Ces potentialités en question, c'est la vie spirituelle. Il aurait dû être capable de se comporter en adulte, de juger du vrai, de juger du bien, de choisir, de gérer sa vie. Et pas seulement avec l'instinct sensible, donc la reproduction, la survie individuelle, la vie en société, mais avec une véritable vie spirituelle. Donc le bien et le mal, la fidélité, la connaissance du vrai. Alors, maintenant, sortons de cette question-là, donc des êtres vivants tout au long de leur vie, et regardons plus les opérations vitales. Un être adulte, un animal ou un homme, quand il est endormi, eh bien, il ne développe pas ses potentialités totales que de la même façon que lorsqu'il est éveillé. Il y a donc quelque chose qui est moins et un état, le second état, qui est davantage, qui est plus. Si on regarde maintenant les facultés sensibles, on remarque la même chose. Lorsqu'on est à peine conçu, on n'a pas encore développé la capacité de voir. Et pourtant, elle est certainement là potentiellement.
présente dans la génétique. Lorsque on est dans le ventre de sa mère, qu'on n'est pas encore né, la faculté de voir, elle est développée. Mais elle ne s'exerce pas en acte parce qu'on vit dans le noir. Et lorsqu'on naît, alors, au bout de quelques jours, la faculté de voir peut s'exercer avec son objet, la lumière, la couleur. Cependant, comme l'esprit n'est pas encore développé, eh bien, elle ne sert pas à grand-chose, elle se contente de s'exercer. Et puis, à un moment donné, cette faculté de voir va s'exercer sur des objets particuliers, de telle manière qu'elle meut l'esprit. Elle est capable, par exemple, de discerner la beauté, de provoquer dans l'esprit un état d'admiration. Elle est capable aussi de révéler, sensiblement, une réalité, et donc de mouvoir l'esprit pour qu'il y cherche la vérité. Avant que l'esprit ne cherche la vérité, il a fallu que le sens se développe. Et donc on voit en permanence, dans l'exemple que je montre aussi, un passage d'une potentialité à un acte de plus en plus parfait. Si je regarde maintenant la faculté spirituelle, l'intelligence, par rapport à son objet qu'est la connaissance. Donc d'abord, je rappelle, l'intelligence dormait, elle n'atteignait même pas son objet, puis elle atteint des choses concrètes, et petit à petit, elle commence à découvrir entre les choses concrètes des choses communes, donc elle commence à abstraire sa pensée. Son objet ultime, c'est la réalité, en tout cas dans le domaine de cet exercice particulier qui s'appelle la philosophie. Est-ce qu'elle va s'actuer de manière totale à un moment donné de la vie? Eh bien non. Un homme qui serait arrivé à 80 ans, comme par exemple le père Marie-Dominique Philippe, il n'arrêtait pas de chercher la vérité, d'améliorer ses cours. Les frères de Saint-Jean qu'il avait fondés suivaient les cours et ils essayaient de trouver à chaque recherche nouvelle qu'il faisait des nouvelles découvertes qu'il faisait. Alors certes, à un moment donné, le corps ne suit plus, mais si jamais le corps suivait, eh bien, je pense que vu l'immensité du réel, sa grandeur par rapport à notre pauvre petite faculté intellectuelle, je pense qu'on pourrait progresser sans cesse dans la connaissance du réel, une connaissance à la fois de plus en plus simple, de plus en plus adéquate à la réalité, et de plus en plus humble certainement aussi. Alors c'est valable aussi au niveau de la vie morale. Un homme qui s'étant développé, ayant été bien éduqué, ayant passé son enfance, a acquis une certaine vertu morale, n'est pas obligé de l'exercer si par exemple il vit seul, qu'il ne connaît personne, il ne l'exerce en tout cas pas par rapport à une personne dont il serait son ami. Mais s'il rencontre l'amitié, alors cette vertu potentielle d'exercice de la vie morale prend un exercice nouveau qui n'est plus seulement individuel, mais qui cette fois s'exerce dans une fidélité à des promesses échangées. Une loi de l'amour d'amitié. On le voit aussi donc, l'esprit, dans cet exercice particulier qu'est la vie morale, passe d'un état de puissance à un état d'actuation. Et je peux passer en revue toutes les multiples opérations de l'esprit. La vie de l'art, par exemple. On peut apprendre à peindre. Puis on peut posséder la capacité de peindre et ne pas peindre. Et puis troisième étape, l'actuation parfaite. On peut avoir appris à peindre, en posséder l'habitude, c'est-à-dire le faire avec facilité, sans effort. Et en plus passer à l'acte de peindre, en exerçant en toute limpidité ces intuitions qui naissent en nous. C'est ce qu'on voyait par exemple chez quelqu'un comme Picasso, qui dès sa jeunesse maîtrisait parfaitement les techniques de l'art. Et puis, à un moment donné, les maîtrisant parfaitement, elle n'était plus que, comment dirais-je, un outil. Lui, ce qui lui servait, c'était de réaliser ses inspirations. Et donc, il avait atteint, au niveau de l'art, un perfectionnement total, quitte parfois à se moquer du monde, évidemment. Parce que quand la facilité est totale, souvent elle s'accompagne de dilettantisme. Donc j'ai passé en revue les êtres sensibles, les êtres spirituels, j'ai passé en revue la substance, j'ai passé en revue les accidents, je pourrais multiplier, il faudrait que je fasse le tour de toute la philosophie.
il me reste tout de même un être particulier, concret, que je constate, ce sont les corps purement minéraux. Donc les corps purement minéraux, est-ce qu'il y a passage chez eux de la puissance à une activité particulière? Eh bien, lorsqu'on regarde d'abord les tout débuts de l'univers, on constate que oui, dans les quelques premiers millisecondes après le Big Bang, qui est la théorie apparemment la plus valable, en tout cas à l'heure actuelle, dans l'état actuel des connaissances scientifiques, on passe d'une matière informe qui ne possède pas de structure, surtout cette structure mathématique avec ses constantes, et qui, dans ce milliardième de seconde, les acquiert de façon absolument extraordinaire, et s'actue dès le départ pour donner quoi? Des particules élémentaires, électrons, protons. Et ces électrons et protons, ils ont une finalité, visiblement. Ils tendent à quelque chose, c'est de former des corps beaucoup plus structurés, comme par exemple l'hydrogène, l'hélium. Et c'est là que quelques dizaines de milliers d'années plus tard, centaines de milliers d'années plus tard, ces nuages immenses d'hydrogène, s'étant un peu refroidis, se condensent pour former des étoiles, et la matière telle qu'elle était, très simple à l'époque, ne va pas cesser de se complexifier, pour donner des atomes, puis des molécules de plus en plus complexes. Donc on pourrait dire que dans le monde minéral, on passe d'une puissance qui est l'indétermination, une sorte de matière première, informe, par contre extrêmement chaude, à une détermination de plus en plus grande, qui implique un ordre que va découvrir particulièrement le physicien, en se servant d'outils mathématiques extrêmement élaborés, tellement cet ordre, il est fort. Quand les êtres corporels, purement minéraux, existent, quelle est leur finalité extrinsèque? Je dirais qu'ils n'ont pas d'autre finalité que leur lieu. Et d'ailleurs, tout dans l'univers, quand on observe, par exemple, les astres, tout est une recherche de lieu. Pourquoi est-ce que des corps massifs autour d'eux tourbillonnent des corps moins massifs? C'est un jeu entre la recherche du lieu, la stabilité, et puis la vitesse. Et ce jeu de force, qui n'a d'autre finalité que d'atteindre le lieu, finalement, est actuellement, manifeste la beauté de cet univers fait d'immenses galaxies où tout est force de gravitation et tout tend vers des lieux. Évidemment, je suis conscient que affirmer que la finalité d'un corps physique, c'est la stabilité dans son lieu et dans son état, c'est un peu plus léger à comprendre, un peu plus difficile à comprendre que d'affirmer que la finalité d'une graine, par exemple, de blé, c'est de donner la plante adulte qui elle-même atteint toutes ses potentialités. Au niveau du vivant, les choses sont très claires. Et plus on va dans les états de l'être qui sont les moins perfectionnés, plus cette finalité paraît, aléatoire. Il n'empêche que on la trouve. On trouve toujours, et donc au niveau de tous les êtres que l'on observe, cet état de potentialité et puis cet état de perfectionnement. Donc après avoir décrit ainsi, et on pourra multiplier les descriptions, ce n'est que le monde est tellement immense. Donc après avoir décrit les choses, je vais passer à la deuxième étape, qui est celle d'une organisation de cette expérience. Cette expérience multiple, je constate qu'elle a tout de même des choses en commun. Donc je vais procéder à des analogies. Ce qu'il y a de commun entre la matière primitive qui s'organise pour donner par exemple l'atome d'hydrogène et entre l'œuf fécondé d'un petit homme qui va donner au bout d'un certain temps un adulte capable de réfléchir et de penser, ce qu'il y a de commun entre ces deux états, cette division de l'être, c'est que dans un cas, il est en puissance, c'est-à-dire qu'il n'a que des potentialités qui ne sont pas réalisées, et dans la deuxième partie, il est en acte, il a atteint une certaine finalité, même si il pourrait encore grandir dans son actuation. Je dis que cette
analogie, cette induction, elle est d'abord analogique, parce que je regarde des réalités qui effectivement ne semblent avoir rien en commun. L'amour d'un caillou pour son lieu n'est que par analogie l'amour d'amitié que peut avoir un être spirituel pour un autre être spirituel. Pourtant, il y a quelque chose de commun, c'est que leur finalité, le lieu pour l'un et l'ami pour l'autre, les actuent leur capacité, les fait tendre vers. Donc à partir de cette analogie, j'ai procédé à une synthèse. Ça veut dire que j'ai tout réuni dans une constatation unique, le passage de la puissance à l'acte. C'est pourquoi le père Marie-Dominique Philippe parlait, en parlant de l'induction de l'acte, de l'être en acte, d'une induction analogique et synthétique. Plus l'analogie sera multipliée à travers de multiples expériences, plus la synthèse manifestera qu'elle touche véritablement à tout ce qui est. Et puisque ça touche à tout ce qui est, puisqu'on n'a trouvé aucun domaine de l'être qui échappait à cela, on pourra se poser la question, quelle est la cause de l'unité au niveau de l'être, pas simplement au niveau de tel être concret, mais de l'être en général? Quelle est la cause de l'unité entre ces deux états, la puissance et l'acte? Qu'est-ce qui unifie tout cela? Et je me pose bien cette question au niveau de l'être, en tant qu'il est, puisque je n'ai pas trouvé de contre-exemple où il n'y aurait pas ces deux états. Je ne me pose pas la question au niveau de tel étant particulier. Je suis donc bien en métaphysique. Et donc là, je peux donc dans une troisième étape procéder à l'induction en disant au niveau de l'être en tant qu'il est, visiblement, ce qui est en puissance tend à ce qui est en acte. Il y est comme attiré, c'est sa cause finale. Tout ce qui est en puissance, tout ce qui n'a pas atteint sa potentialité parfaite, tend à la réaliser. Et ça, au niveau de tous les êtres qu'on constate. Cette distinction s'étend même à ce qui n'existe pas. Par exemple, la nature humaine, bon, c'est une chose abstraite, ça n'existe pas, mais on peut dire qu'elle tend à se réaliser dans des individus humains. C'est ce que fait la reproduction. Donc ça, évidemment, c'est une découverte de l'intellectuel. On ne constate pas dans la réalité un être en puissance qui s'appellerait l'essence et qui tend à exister. Mais de fait, puisque ce qui existe a une nature, c'est donc qu'une potentialité s'est réalisée, ce qui n'était pas, ce qui était plutôt en puissance, l'essence. Être en acte, c'est la fin, c'est la véritable finalité de ce qui n'est pas. Alors il faut évidemment cette approche-là que je manifeste pour montrer l'extension totale de l'être en acte. Il ne faut pas en faire trop. Elle a surtout servi aux théologiens. Comme je le rappelle, le philosophe, lui, il se méfie des choses, des essences. Les essences en soi n'existent pas. Les théologiens, eux, s'en sont servis parce que, ayant posé un être premier qui a pensé tout, eh bien évidemment, dans son projet de création, les essences existaient comme une pensée et il les a réalisées. Mais en pure philosophie, ça c'est juste pour montrer l'extension immense de cette distinction puisqu'elle atteint même ce qui n'est pas. Et c'est ainsi qu'on découvre la deuxième distinction fondamentale dans l'être après avoir découvert la notion de substance et d'accident qui explique la structure de l'être. Cette deuxième division en explique la finalité immanente, portée par le fait même qu'elle est. On voit à quel point elle est différente. La première, c'est la stabilité. C'est de l'ordre de la forme. La seconde, par contre, c'est le mouvement. C'est de l'ordre de la réalisation. La première distinction, substance et accident, organise un être tel qu'il est construit. La seconde distinction
l'être en puissance qui tend à l'être en acte, montre que cet être, il s'achève par lui-même, qu'il a une finalité qui est d'être parfaitement réalisé dans toutes ses potentialités. Et ces deux regards se complètent. Si on prend le simple exemple de la personne humaine qu'on avait développé dans une des leçons précédentes, eh bien, on avait vu que la personne humaine substantiellement existait dès que son être était là, dès qu'elle était finalement œuf fécondé. Mais grâce à ce second regard, on admettra tout à fait que l'œuf fécondé est une personne humaine en devenir, non encore réalisée. Et que c'est quand la personne humaine a atteint sa finalité ultime, si elle peut l'atteindre un jour, et il faudra le chercher en métaphysique, qu'elle est une personne humaine en acte parfait, réalisée parfaitement. Si je m'étais contenté du premier regard, je ne serais pas réaliste. Mais les deux regards ensemble sont conformes à la réalité qu'on observe. Par contre, si je me contente du second regard et que j'oublie le premier regard, c'est-à-dire la personne comme substance, ben je peux en arriver, comme on le voit actuellement, à réduire la personne uniquement à celle qui est réalisée, et donc à nier le statut de personne humaine à quelqu'un qui n'aurait pas réalisé ses potentialités, comme un handicapé, un embryon qui n'est pas développé et qui n'est pas désiré, ou une personne très âgée qui a perdu ses potentialités.